La parole est à Monsieur Alexandre Holroyd pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la présente proposition de résolution présentée par notre collègue Julien Aubert aborde un sujet fondamental, l'excellence énergétique. C'est un domaine dans lequel les efforts doivent être partagés par tous les acteurs, par l'État, par les collectivités, par les entreprises, par les particuliers. Chers collègues, je ne peux que le rappeler, l'énergie la plus verte, l'énergie la moins chère, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. C'est donc un enjeu majeur d'intérêt général que nous discutons ici, et nous pouvons nous féliciter, malgré quelques détails que j'aborderai ensuite, de sa réussite effective et comptable pour un coût quasi nul pour l'État. Alors que nous sommes dans la 4e période d'obligation, je note que les certificats d'économie d'énergie sont l'un des principaux outils aux économies d'énergie sans dépenses directes de la part de l'État. Il s'agit d'un exemple positif, il s'agit d'un cercle vertueux. Je note par ailleurs que les C2E ont démontré leur efficacité. Plus d'1 million de ménages ont pu en bénéficier, et le paquet Solidarité Climat, présenté en septembre par le ministre de la Transition écologique et solidaire et soutenu par notre majorité, propose une mesure renforçant les C2E pour les ménages les plus précaires. Il me semble également important de souligner que beaucoup de PME et d'agriculteurs ont pu profiter de ce dispositif, ceux justement qui bénéficient trop rarement d'aide. J'en profite pour souligner que les C2E font également travailler nos artisans, nos PME locales. C'est ça aussi le cercle vertueux. Sur le fond de cette PPR, celle-ci soulève plusieurs points intéressants qui méritent d'être examinés par la représentation nationale attentivement, mais qui ne me paraissent pas insurmontables. Effectivement, le Parlement gagnerait toujours à être mieux associé à toutes les décisions qui touchent aux politiques publiques. Seulement, il est aussi vrai que des parlementaires siègent au Conseil national de la transition écologique et au Conseil supérieur de l'énergie. Lorsqu'un tel canal de décision existe, il convient de le renforcer, de l'alimenter et non de créer un nouveau dispositif qui prendra du temps à être pleinement effectif. De plus, le sujet dont nous parlons porte sur le réglementaire, né effectivement d'une impulsion législative. Nous devons collectivement arrêter de faire porter par des mesures législatives ce qui relève du réglementaire, car ce que la loi fait, seule la loi peut le défaire. Par le règlement, nos politiques publiques sont plus souples, elles sont plus adaptées aux réalités du terrain. Concernant la clarification du statut comptable et fiscal des C2E, c'est effectivement la nature de l'émetteur et du récepteur du C2E qui détermine l'assiette fiscale ou le régime fiscal ou social applicable à la transaction. Ce statut qui s'apparente à un marché d'obligations réglementaire quantifié est suffisamment clair pour moi. Sur la proposition de rapport sur les déclinaisons géographiques des C2E, je n'y vois aucun inconvénient et un engagement vers davantage de transparence à destination des acteurs publics me semble toujours le bienvenu et j'espère que Monsieur le ministre y veillera. Enfin, sur un sujet qui nous concerne tous, à savoir le renforcement de la lutte contre la fraude et les comportements spéculatifs. Je crois savoir que le ministère de la Transition écologique et solidaire exécute déjà des contrôles réguliers et a engagé en 2018 des contrôles sur place par tierce partie, diligentés directement par l'administration. Un bilan des contrôles sera fait en fin d'année pour évaluer la pertinence d'une généralisation. Cette requête est donc, selon moi, satisfaite. Je note simplement que le risque de fraude reste extrêmement marginal sur ces sujets. Il ne faut pas, comme cela arrive trop souvent et de manière assez injuste, diaboliser les C2E, qui sont des outils utiles et vertueux, même s'il ne doit en rien freiner la lutte constante contre le fléau de la fraude. Considérant tous ces éléments, et bien que je ne sois pas exactement sur la même ligne que le rapporteur sur certains points précis, La République En Marche votera cette proposition de résolution. Nous le ferons en vue, monsieur le rapporteur, de votre envie évidente d'améliorer ce dispositif et avec la détermination qui caractérise la volonté de notre groupe de travailler constructivement avec les oppositions, notamment lorsqu'il s'agit de sujets aussi transversaux. Merci, monsieur Holroyd. Le dernier orateur sur cette discussion générale est monsieur Sébastien Chenu.
Monsieur Chenu, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Si le dispositif des C2E est en théorie pavé de bonnes intentions, il est dans les faits peu lisible et il laisse une très grande place aux manipulations aussi diverses et variées soient-elles. Le rapport qui a été émis par Tracfin fait état de fraudes liées aux C2E, remettant en cause l'effectivité de ce qui prend l'apparence de pseudo-quotas qui, peu clairs dans leur lecture, permettent à certains en réalité de s'affranchir de leurs obligations au détriment de l'environnement. Par ailleurs, Tracfin constate dans son rapport de 2017 que le dispositif des C2E s'apparente à un mécanisme par lequel les grands groupes de l'énergie français sont amenés à financer des réseaux criminels transnationaux. Et ainsi, des dizaines de millions d'euros disparaissent des caisses de l'État, ce qui est évidemment inadmissible. Surtout lorsque les coupes budgétaires sont opérées d'ailleurs dans des domaines clés tels que la santé et que par ailleurs on laisse fuir des capitaux depuis 2006 au profit de réseaux criminels internationaux supposés. Vouloir encadrer de plus près les C2E, c'est intéressant. Si certains y voient une opportunité pour se livrer à des opérations frauduleuses et d'escroqueries plutôt que d'effectuer des opérations qui profiteront à tous, cela témoigne d'un véritable problème à la fois de lisibilité mais aussi d'efficacité. Donner une toute-puissance à la logique du marché pour un objectif d'intérêt général est dangereux, tout au moins si cela n'est pas suffisamment encadré et si les contrôles nécessaires ne sont pas effectués. Il existe aujourd'hui un réel risque de présentation de dossiers fictifs sur le marché dédié aux C2E sans que les travaux n'aient été réalisés. Le coût d'entrée sur le marché étant faible pour un délégataire, puisque cela ne nécessite que l'obtention d'une délégation par un obligé. Si les C2E ont d'ores et déjà permis quelques milliards d'économies, il n'en demeure pas moins que la flexibilité du mécanisme laisse une faille béante, en permettant à certains de ruser pour gagner plus et à des personnes mal intentionnées de profiter de l'existence d'un marché pour y exercer des activités illégales. L'ouverture de la phase 4 du dispositif, le 1er janvier 2018, est d'autant plus préoccupante qu'une augmentation importante du volume de C2E était prévue. Il existe un réel risque que les sociétés frauduleuses éludent les sociétés saines et que les C2E indus se substituent aux C2E légitimes. C'est le rapport Tracfin qui nous le dit. Multiplier les textes de loi n'a évidemment de sens que si cela permet à tous de comprendre ce à quoi ils se trouvent obligés ou à ce à quoi ils ont droit. Aucun flou juridique ne devrait donc être permis si l'on souhaite maintenir que nul n'est censé ignorer la loi, et légiférer ne devrait être synonyme de complication, bien au contraire, mais plutôt de clarté et de simplification. Concernant les certificats C2E, aucun flou juridique ne devrait donc être permis concernant leur nature